manchette aujourd'hui, banc d'église à vendre à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 13 octobre. Alain Bellumeur au Pépites sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Eh bien oui, il y a des bancs d'église à vendre à Saint-Ignace de Loyola. Évidemment, puisqu'il y a changement de vocation à l'église de Saint-Ignace, la partie du haut éventuellement devrait, il y a des études en cours, il y a des projets, servir à d'autres choses que juste le culte. Donc, il y a des bancs d'église à vendre. Ça va se faire à l'église même, donc à Saint-Ignace de Loyola, ce samedi 15 octobre de 9h à midi. C'est ouvert cette journée-là, entre 9h et midi, aux résidents de Saint-Ignace de Loyola seulement. Et samedi, le 22 octobre, de 9h à midi, ça sera ouvert à tous, si jamais vous désirez, un banc d'église. Chaque banc se vend 60 $. Premier arrivé, premier servi, aucune réservation. Les profits de cette vente seront investis dans des activités de l'organisation des loisirs de Saint-Ignace. Donc, il y a des bancs à 4 places, des bancs à 8 places, c'est le même prix. Et il est possible, donc, pour les gens de Saint-Ignace en premier et les gens en général, de se procurer un banc d'église qui porte les initiales de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. À ce sujet, on a rencontré le conseiller Pierre-Luc Guertin qui gravite aussi au niveau du comité des loisirs. On l'écoute. Je suis en compagnie de Pierre-Luc Guertin. Tu es dans le comité des loisirs à Saint-Ignace, c'est bien ça? Oui. Et avec la municipalité, vous avez décidé de vendre les bancs d'église, c'est ça? Oui. Donc la vente va avoir lieu quand? Alors, la vente des bancs d'église va avoir lieu le 15 octobre pour les résidents de Saint-Ignace seulement. OK. C'est le premier arrivé, premier servi. C'est 60 $, c'est 60 $ par banc, peu importe la grandeur. Dans le milieu, les plus grands, ou de chaque côté, les plus petits. Les plus petits ont à peu près 76 pouces. C'est ça, 4 places ou moins 8 places. C'est quelque chose comme ça. Est-ce qu'on doit partir avec le banc tout de suite? On l'achète, on paye, puis envoie, faut-être ton trailer, puis... Non, c'est sûr qu'on peut être compréhensif. C'est pas tout le monde qui a un trailer à sa disposition. Vu qu'on le fait sur 2 jours, c'est sûr que là, le 22, il va falloir ceux qui viennent l'acheter qu'ils partent avec. Donc, en principe, le 22 octobre, il n'y a plus de banc dans l'église, il n'y a plus rien. C'est ça qu'on... Ce qui reste après ça, on fera une vente sur Marketplace ou un bancaire, on essaiera de... Là, la décision là, a été vraiment... Ça veut dire que le culte va avoir lieu encore là? Oui, on va, dans le programme Nouveaux Horizons, on avait acheté les tables et les chaises. OK. La décision qui a été prise, c'est de mettre les tables et les chaises neuves dans la salle en haut. OK. Fait que les gens qui vont aller à la messe vont pouvoir se servir des tables et des chaises. Autant que quelqu'un qui voudrait louer la salle en haut va pouvoir utiliser les tables et les chaises neuves. OK. D'accord, les tables rondes et tout ça, les chaises. Donc, vous commencez à voir un petit peu, c'est quoi la demande là, pour cet espace-là qui va être disponible? Parce que nous, les loisirs, il reste la date à confirmer avec un groupe. On va engager un groupe pour faire un spectacle. On va le faire dans la salle en haut. Un premier test? Oui. Ça va être une première fois. Ah, ben c'est très bien. Donc, on rappelle que c'est le 15 octobre. Pour les résidents seulement de Saint-Ignace. C'est ça. Amener le permis de conduire. C'est ça, une preuve. Votre adresse à Saint-Ignace. Il n'y a pas de limite. Tu peux partir avec 3-4 bancs. Oui, c'est premier arrivé, premier servi. C'est sûr que ceux, mettons, qui veulent les acheter le 15, mais qui pourraient juste venir les chercher le 22, ben, ils vont payer le nombre de bancs qu'ils vont acheter. On va les laisser de côté pour eux, qui vont venir chercher le 22. Puis c'est en argent comptant? Oui. Des chèques? Argent comptant seulement. Argent comptant seulement, tout ça. Et là, il faut spécifier aussi que tous les sous, il a été décidé par le conseil que ça s'en allait au loisir de Saint-Ignace. Tous les sous vont rester dans l'organisation des loisirs pour organiser des activités, que ce soit l'Halloween, les Olympiades pour les jeunes, que c'est complètement gratuit. Et ainsi que la Saint-Jean-Baptiste. Donc, quand tu me parles d'Halloween, je vais te renchérir sur ce point-là, mais on prévoit une grosse Halloween encore. Vous êtes spécialiste dans l'Halloween avec une belle maison hantée et tout ça. Ça va avoir lieu encore. Est-ce que tu sais déjà la date? Peux-tu nous en parler? Le 31 octobre. Parfait. Directement. Maintenant, l'école a une journée pédagogique le lendemain. OK.
Fait qu'on Dans le creuse même si dans la 31, semaine de 31. Que beau temps, mauvais temps, Beau c'est temps, mauvais temps, 31. avec le 31. 31. Donc, c'est vraiment des belles activités. Là. Je pense que l'été, ça s'est bien passé. Là. Toutes les ligues de balles, de softball, de Oui. CSA, de Il va y avoir activités. évidemment le feu d'artifice ou encore. Ah oui, oui, OK. oui. Oh! Donc, on aura 2 feux d'artifice cette année à Saint-Ignace, à Saint-Jean-Baptiste. Oui. Alors, Comme les autres années. oui, félicitations. Franchement, vous êtes très actifs. Donc, on invite la population pour la fête d'Halloween, mais si on ramène pour les bancs d'église, bien, 15 octobre, Saint-Ignace et le 22 octobre, vous allez pouvoir avoir accès à toute la population, Ouais. s'il en reste. À large, ce qui reste à large. Les gens de Saint-Ignace peuvent venir aussi l'acheter le 22, ainsi que les gens de l'extérieur. Parfait. Bon, ben, je te remercie, Pierre-Luc, puis on va suivre ça de près. Merci. Merci. CTRB vous a présenté hier, lors de notre bulletin d'information, la première partie d'un reportage sur le tout nouveau sentier des générations aménagé au CHSLD Le Château à Berthierville. Un projet de 60 000 $. Voici la deuxième partie de ce reportage. Distingués invités, chers résidentes et résidents, l'Association des bénévoles du CHC du Château existe depuis déjà 30 ans et jour après jour, nous sommes là pour les usagers du château. Certains de nos membres bénévoles cumulent plus de 20 ans de service aux résidents. Et c'est avec joie que lorsque ce merveilleux projet qu'est le Sentier des Générations a pris forme, que le conseil d'administration de notre association s'est impliqué pour offrir son aide et aussi être partie prenante. Nous étions, nous aussi, convaincus que ce sentier faciliterait les déplacements en fauteuil roulant pour les familles et leurs parents, tout en profitant de la beauté du site. Nous sommes ravis d'avoir pu être utiles et d'avoir apporté notre expérience d'organisme sans but lucratif en offrant, dès le début, un incitatif pour encourager la levée de fonds. Et déjà, à ce moment-là, nous comptions sur les plus fidèles donateurs de notre association. Nous tenons à remercier la direction du château ainsi que le personnel administratif et soignant pour leur confiance et aussi pour l'amitié qu'ils nous témoignent à chaque jour. Nous formons, dans les grands comme dans les petits projets, une bonne équipe au service de nos aînés. Encore une fois, chers donateurs, un immense merci. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Bonjour à tous. Je me présente, Chantal Dufresne, conseillère à la qualité du milieu de vie à Champlain du Château. Le Sentier des Générations. Quel beau projet qui se conclut en votre présence aujourd'hui. L'idée germait depuis quelques années auprès du comité des usagers et de la direction du centre, mais l'ampleur financière du projet laissait présager un échéancier sur quelques années. Mais c'était sans compter la contribution de la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Mme Marguerite Blais. Ce budget a été octroyé en juin 2021 pour le financement de projets de rénovation fonctionnelle dans les CHSLD publics et privés conventionnés. La priorité était l'amélioration de la qualité de vie des résidents et des services offerts en CHSLD. Le centre du château a reçu une somme de 9 470 $, montant calculé selon le nombre de lits par établissement éligible au Québec. Ceci a permis d'accélérer ce magnifique projet avec votre généreuse contribution. La conseillère qualité de milieu de vie en moi et l'amoureuse de la nature ne peut qu'apprécier ce sentier qui est magnifique et répond aux besoins de nos aînés hébergés à Champlain du Château. Merci de votre contribution et de votre présence aujourd'hui.
Vous avez l'expérience. Oui, absolument. Je passe pas beaucoup de vite et voilà. Parfait. Bravo à tous pour ce beau projet. Le Musée d'art de Joliette a dévoilé récemment sa programmation d'automne. Dans un premier temps, écoutons Julie Armstrong-Boileau, responsable des communications et du marketing de l'établissement. Elle nous en parle. Julie Armstrong-Boileau, pour celles qui ne me connaissent pas. Bienvenue Léa, c'est FNJ. Je vais donner la parole donc ce matin à Jean-François Bellil qui va vous donner quelques nouvelles du musée, mais surtout de l'angle des expos cet automne et de quelles expos on vous présente. Puis après ça, Ariane Cardinal va vous parler des activités culturelles qu'on présente cette saison. Donc, on a toujours 3 saisons par année et là, on va vous dévoiler ce que ça mange en hiver, notre programmation d'automne. Jean-François est conservateur en chef et directeur général. Ariane, elle est conservatrice de l'éducation. Donc, je vais les laisser vous présenter un peu tout ça. Et après ça, on va se déplacer puis on va aller voir les coulisses du montage actuel. Donc, tout va être prêt le 15 octobre, je vous le jure, pour la nouvelle programmation. Mais là, vous allez voir donc certains murs qui viennent d'être peinturés et surtout une salle dans laquelle on va aller pour rencontrer Julie Allary-Lavallée, qui est ma collègue aux collections. Puis Julie va vous parler là, d'une exposition qu'on aime beaucoup, une exposition d'une artiste importante qui s'appelle Rita Le Temple. Donc, on va aller voir ça tout à l'heure. Écoutons maintenant Ariane Cardinal du Musée d'art de Joliette nous donner d'autres détails sur cette programmation automnale. Et demain, nous aurons le directeur général du musée qui complétera cette présentation. Donc, pour le moment, Ariane Cardinal. Alors, bon matin. Donc, aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir de vous parler des activités, mais comme il y en a beaucoup, je me suis restreint aux nouveautés, en fait. Puis, vous connaissez déjà l'atelier magique. Hein? L'atelier magique, c'est des rencontres familiales les dimanches matins à raison de 2 par mois. Et ça s'adresse aux enfants de 5 à 12 ans avec leurs parents, grands-parents, bref, avec un adulte accompagnateur. Mais depuis quelque temps, on remarquait des enfants beaucoup plus jeunes qui s'inscrivaient et même des adultes seuls qui s'inscrivaient aussi à ces ateliers-là. Et c'est formidable, on est ouvert à tous, mais n'en demeure pas moins que l'atelier est spécifiquement développé pour une clientèle de 5 à 12 ans. Donc, on a décidé de créer cette année le tout petit atelier. Le tout petit atelier, comme le nom le dit, c'est pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagné d'un adulte, évidemment. Donc, dans le cadre de ces ateliers-là, on va explorer les formes, les couleurs, les textures. On en profite pour travailler le langage, les habiletés motrices. Je développe le langage moi aussi. Et puis, mais surtout, en fait, ce qu'on veut développer, c'est la curiosité, le plaisir d'apprendre, puis des beaux moments passés en famille au musée. Donc ça, c'est une de nos nouveautés, le tout petit atelier, à raison d'1 fois par mois. On lance là ce projet-là. Et puis, on a développé ce projet-là grâce à notre nouvelle expertise, parce qu'on a développé un projet qui s'appelle « Ma première visite au musée », en partenariat avec le programme Passe-Partout du Centre des services des SAMAR. Et puis, ce programme-là, mais ça nous a permis d'apprendre sur le préscolaire, sur la clientèle préscolaire. Donc là, on met ça en pratique avec le tout petit atelier. Deuxième nouveauté, je vous l'ai dit, il y a des adultes seuls qui s'inscrivent à nos matinées créatives, à notre atelier magique. Donc, on s'est dit, pourquoi pas créer le grand atelier. Là, vous voyez qu'on est original, on a le tout petit atelier, l'atelier magique et le grand atelier de création-exploration. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un espace où les adultes, adolescents sont invités à venir échanger, à venir partager, à venir explorer des thématiques
pratiques, explorer des techniques en compagnie d'un ou d'une artiste. Donc, cette année, cette saison, on a invité, et là, je ne veux pas me mélanger, on accueille l'artiste et récipiendaire du prix de réalisation artistique 2022 du gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques du Conseil des arts du Canada. Donc, c'est Monique Régimbal-Zébert, qu'on a déjà exposée ici, qu'on connaît bien. C'est elle qui va venir ouvrir notre premier grand atelier. Voilà pour ça. Autre nouveauté, bien riche de nos nouvelles connaissances techno, dû à la pandémie. Je vous rappelle qu'on a dû faire des visites et des ateliers créatifs scolaires en ligne, des conférences et tout ça en ligne. Donc, on a développé vraiment une expertise là-dedans. Bien, on a décidé de présenter toute notre série de conférences, de rencontres d'artistes en hybride. C'est-à-dire que vous êtes toujours invité à venir sur place, à rencontrer l'intervenant, à profiter de nos expositions, mais on vous offre aussi la possibilité, si vous ne pouvez pas vous déplacer, bien de vous joindre à nous en ligne et de pouvoir assister donc à la très attendue conférence de la commissaire Esther Trépanier. Notre colloque « La culture au Québec en temps de guerre », où on va parler de la musique, de la radio, du théâtre de l'époque, donc ça devrait intéresser beaucoup de curieux d'histoire. On va aussi présenter la rencontre avec l'artiste atikamekw Marie-Claude Nekwado et finalement la conférence de l'historienne de l'art Marie Chevrette. Donc tout ça sera présenté en hybride. Évidemment, il y a plein d'autres activités dont je pourrais vous parler, les visites, les spectacles immersifs, bien plus encore. Donc toutes les informations se retrouvent sur notre site web ou dans le dossier de presse. Et puis je suis disponible aussi là, pour répondre à toutes vos questions. Ça va? Merci beaucoup. Bien, les impatients, en fait, c'est des personnes qui ont des troubles en santé mentale. Il y a un groupe des impatients à l'hôpital, ici. Quand ils sortent, puis là, ils doivent être réinsérés dans la société, si on veut. Souvent, ils viennent s'inscrire aux ateliers ici des impatients. Donc, on en a environ 40 impatients qui viennent dans 4 ateliers. Et puis, qui sont avec une artiste qui s'appelle Marilyn Bissonnette. Ils ont aussi une intervenante. Excusez, je t'ai soufflé, j'ai monté les marches. Là. Donc, il y a aussi une intervenante là, du CIS qui est là avec eux. Puis, ils font des ateliers, ils créent. Et ça leur fait beaucoup de bien. Donc, moi, je vous invite aussi à regarder la vidéo qu'on a filmée. Donc, on a fait une petite entrevue avec certains d'entre eux, ceux qui avaient envie de participer, tout le monde était invité, puis qui expliquent un peu ce que ça leur apporte de venir aux ateliers des impatients. C'est une murale. Donc là, elle est en cours, n'est-ce pas? Donc, les impatients font des œuvres, s'inspirent de cadres de différents formats, de différentes grosseurs, de différentes formes, et vont inviter les visiteurs à également dessiner dans la murale. Donc voilà, je vais adresser les fautes d'orthographe, d'accord? Parce qu'il y en a dans la murale actuellement. On a décidé de les laisser, de ne pas les censurer, parce que l'objectif aussi, c'est que les impatients se sentent inclus dans la vie du musée, puis qu'on ne voulait pas qu'après qu'on corrige leurs fautes, mais qu'ils n'aient plus envie de participer à la murale parce qu'ils se sentent exclus, puis tout le monde peut faire des fautes d'orthographe, là, on ne se le cachera pas. Là. Donc voilà, on les a laissés. La seule chose qu'on pourrait censurer, c'est s'il y a de la violence ou s'il y a des propos qui ne sont pas... mais ça n'arrivera pas, là. Fait qu'on ne censurera pas. C'est bon. Donc les gens vont être invités à participer. Fait que vous aussi, quand vous allez revenir, vous pouvez avoir des crayons disponibles et vous pourrez vous inspirer de la forme des cadres. Merci. Donc ici, c'est un peu le terrain de jeu des collections. On est dans la salle de la collection permanente qui, selon certains, là, trouvent qu'elle ne se renouvelle pas beaucoup. Donc j'en ai profité pour redéployer tout ce mur-là qui était, en fait, qui est centré sur l'abstraction au Québec, majoritairement occupé par des œuvres d'hommes. Alors ici, on a toute une sélection de femmes. En ce 13 octobre, les anniversaires, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lucie Joyal, à Sylvie Joyal et à France Manègue. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier
souhaite un heureux anniversaire à Daniel Stridzuc. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 13 octobre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le 25 septembre dernier avait lieu la Journée internationale de sensibilisation à l'ataxie. Connaissez-vous l'ataxie? Pour mieux connaître cette maladie qui fait partie du groupe des maladies neurologiques rares mais très invalidantes, CTRB a rencontré Kim Fréchette. Regardons la première partie de cette entrevue. Je suis en compagnie de Mme Kim Frenette. Bonjour, Madame. Merci. Bonjour. Merci d'accepter de venir nous parler aujourd'hui. Vous habitez Joliette et vous êtes atteinte de l'ataxie spinocérébelleuse. Spinocérébelleuse. Ouais. C'est quand on n'est pas habitué de le dire, c'est pas évident. Ouais. C'est ça. Ben, donc, moi, et dans le fond, c'est une maladie neurologique qui sont rares, qu'on entend peu parler. Et en fin de semaine, c'était la Journée internationale de la sensibilisation. Donc, merci de nous accorder une entrevue, de nous parler de l'importance de soutenir, j'imagine, la recherche, comment je peux dire, tout ce qui a rapport à ça, parce que notre jour, vous perdez de la capacité, là, on pourrait dire, jour après jour, et c'est important, je vous vois toute souriante, toute jeune, on veut vous continuer, là, on veut pas vous, on veut pas vous lâcher. Vous, votre expérience, vous m'avez dit, c'est à l'âge de 35 ans, 36 ans, que vous avez commencé à avoir des symptômes, c'est ça? Ben, c'est vers 32 ans que j'ai commencé à avoir des symptômes. C'est 36 ans qu'ils ont trouvé que j'avais l'ataxie. OK. Mais à 32 ans, c'est ça, mais à 32 ans, les symptômes étaient quoi? Des pertes de vision? Vous me parlez sur le niveau de la vision? Au début, oui, la vision, je pensais que j'avais besoin de lunettes, là, parce que de loin, je voyais des troubles. Mais finalement, ils ont trouvé que c'était une vision double. Puis aussi, je commençais à avoir le vertige de l'escalier. OK. Parce qu'au début, il y a un manque de coordination qui s'installe. Donc, l'équilibre aussi elle devient précaire. Fait que je me suis rendu compte que l'escalier voulait tout le temps une grande que j'avais peur. Donc, vous avez été... Donc, vous avez été pris en charge. Ça a pris quand même un peu de temps avant d'éliminer toutes les causes, toutes les maladies. On n'arrive pas à un diagnostic d'ataxie du jour au lendemain, non? Non, bien, au début, ils se sont dit, d'après mes symptômes, ça ressemblait beaucoup à la sclérose en plaques. OK. Donc là, ils regardaient le cerveau, puis ils ne voyaient rien. Ça existait, bon, mais vous savez rien. Mais finalement, c'est quand que j'ai fait une résonance magnétique qu'ils ont regardé le cervelet, que là, ils ont vu la malade qui m'ont expliqué, ils disent, c'est comme si c'était des petites tours, là, qui sont les neurones, qui arrêtent de fonctionner. Ça fait qu'il y a une petite partie du cervelet qui devient gris, qui de plus en plus dégénère, de plus en plus il y a des neurones qui arrêtent de fonctionner. Est-ce que c'est une maladie héréditaire? C'était quelque chose que vous aviez dans votre famille ou c'était une maladie qui apparaît au fil des années? Non, c'est héréditaire, mais ça peut sauter des générations. Okay. Ça fait que moi, il y avait un de mes oncles qui l'avait, mais dans le temps, il ne s'était pas fait diagnostiquer. Oui. Fait que tout le monde a assumé qu'il y avait de la sclérose en plaques. OK. Puis là, c'est juste qu'à moi, j'ai eu l'ataxie, que là, ils se sont dit que probablement, lui, c'était l'ataxie aussi. Mais c'est ça peut sauter des générations, ça fait que c'est très surprenant quand un enfant a ça. C'est ça. Quand vous avez su le diagnostic, on pourrait dire la panique, vous vous êtes beaucoup questionné, vous avez dit qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que j'ai du soutien, c'est comment ça s'est passé? J'ai eu mon diagnostic. Pendant presque mois, j'ai recommencé à travailler. Puis là, j'ai essayé
tête. Ouais. Et d'un coup, j'ai frappé un mur. J'ai arrêté de travailler. J'ai vu une psychologue une fois par semaine pendant 8 mois pour apprendre À intégrer, à vivre. C'est ça. À ouais, vivre. à apprendre à vivre avec. Puis, surtout à m'adapter, là, parce que dans le fond, ils disent, tu dois accepter, mais tu n'acceptes jamais d'avoir une maladie. Oui. Puis, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu adaptes les choses que tu fais. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un de très sportif. Oui. Alors, au début, j'ai trouvé ça vraiment difficile mais moi, je me disais, mon Dieu, je serais plus capable de rien faire, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Mais finalement, avec ces années, j'ai appris que, non, je peux encore les faire, mais différemment. Différemment, je comprends. Est-ce que vous travaillez encore, vous, présentement? Vous ne travaillez plus? Non. Vous ne travaillez plus? Je suis à la maison. OK, d'accord. Allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 octobre, à 77 ans, est décédée Mme Colette Bergeron, épouse de Bernard Saint-Martin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son frère Jean-Denis et laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Chantal Saint-Martin, André Lavallée, Patricia Saint-Martin, Sébastien Saint-Martin, Marilène Gervais, ses petits-enfants, Alexis Lavallée, Juliette Laforêt, Aurélie Laforêt et Clara Saint-Martin, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Louise Bergeron, Rénal Doucet, Lucien Bergeron, Michel Laporte, Sylvie Bergeron, Mario Guévremont, sa sœur Rolande Saint-Martin, Réjeanne Saint-Martin, Gilles Plante, Annette Saint-Martin, Robert Moreau, Odette Saint-Martin, Raymond Laprade, Françoise Saint-Martin, Serge Gladu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 29 octobre, samedi, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Une liturgie suivra au complexe à 14h30. Madame Bergeron sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Passons à la météo. On est rendu là. Bienvenue à votre météo du jeudi. Cet après-midi, ce sera de la pluie avec une température de 19, un temps ressenti de 19, environ 5 mm de pluie. Jeudi soir, c'est faible pluie, une température de 17, un temps ressenti de 16, environ 5 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera toujours de la pluie, une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 5 à 10 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera de la pluie, une température de 11, un temps ressenti de 10, environ 5 mm de pluie. Vendredi après-midi, c'est nuageux à Quéverse, une température de 16, un temps ressenti de 16, environ 1 mm de pluie. Vendredi soir, c'est passage nuageux, une température de 10, un temps ressenti de 9, pas de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sur ce, à demain.